Bonjour les amis, bienvenue sur Pagans TV pour ce reportage révélation exclusif. Je suis actuellement en route pour Alésia. Alésia, une place forte du monde celtique. D'après César et Diodore de Sicile, cette grande cité gauloise fut construite par Héraclès lui-même en 1200 avant Jésus-Christ. Mais Alésia, c'est surtout l'endroit où Jules César a soumis Vercingétorix et a ainsi soumis toute la Gaule à l'Empire romain. Pourtant, aujourd'hui, on ne sait pas trop où se trouve Alésia. Les archéologues ont plusieurs hypothèses. Comment a-t-on pu oublier un lieu aussi important? Surtout que Jules César, grand chef militaire, en a fait une description extrêmement précise. Comment oublier une place aussi forte, un endroit aussi important historiquement? Ça paraît impossible. Il semblerait qu'il y ait une grosse anguille sous roche, ou comme on dit chez les Gaulois, un sanglier à débaucher. Que nous cache le vrai emplacement d'Alésia? Quel est son secret? Vous allez voir qu'il va nous emmener très loin. Allez, la révélation d'Alésia, c'est parti par Toutatis. Nous sommes en 58 avant Jésus-Christ. La Gaule est un vaste et riche territoire convoité depuis des lustres par les Romains. C'est alors que Jules César décide d'y lancer des campagnes. Il commence par ravager le pays helvète, puis remonte sur le nord, puis il ravage la partie ouest de la Gaule, redescend vers le sud. C'est alors que les Gaulois comprennent, vers 53 avant Jésus-Christ, qu'il va falloir qu'ils s'unissent s'ils veulent résister à Jules César. C'est derrière Vercingétorix qu'ils vont s'unir pour la bataille de Gergovie. À Gergovie, les Celtes vont remporter une victoire mémorable grâce à Vercingétorix et grâce surtout à l'union de plusieurs tribus différentes. C'est ainsi qu'ils vont comprendre que si toutes les tribus gauloises s'unissent, Jules César perdra. Suite à cette bataille, César est en déroute, il fuit. Vercingétorix lui coupe la route du retour vers Rome. Vercingétorix réunit toutes les tribus gauloises à Bibracte, dans le but de toutes les unifier et de réunir un maximum de soldats pour détruire l'armée romaine. Il obtient l'accord de pratiquement toutes les tribus. La tribu des Éduins, cependant, une tribu des plus importantes en Gaule et en relation commerciale avec Rome depuis des décennies, accepte mais à contre-cœur. La tactique de Vercingétorix va consister donc à unir toutes les tribus gauloises. Pour cela, il va s'enfermer dans la cité d'Alésia, car la cité d'Alésia, c'est la ville sainte de toute la Celtie. C'est une ville sacrée. De ce fait, il pense qu'il va recevoir le soutien de toutes les tribus gauloises pour soutenir cette cité, y compris donc le soutien des Éduins, l'une des plus grosses tribus. Si Vercingétorix a su fédérer nombre de Gaulois, Jules César n'est pas en reste. Il a su se renforcer d'une nouvelle armée de mercenaires, une cavalerie. C'est à 30 km à l'est de Alésia que Vercingétorix va attaquer les légions, près du mont Auxois. Cette bataille fut extrêmement violente et tourna à l'avantage de César, à tel point que Vercingétorix et ses armées faillirent bien ne jamais pouvoir rejoindre la cité fortifiée d'Alésia. Ils n'y parvenirent que grâce au courage de certains Gaulois. César fut même impressionné par le courage de ses guerriers celtes. Il en fit mention dans ses mémoires, je le cite. « Il se produisit alors à nos regards quelque chose qui nous parut digne de mémoire, et que nous n'avons pas cru devoir passer sous silence. Il y avait devant une porte un Gaulois, qui jetait vers la tour en feu des boules de suif et de pois, qu'on lui passait de main en main. Un trait parti d'un scorpion, c'est une grosse arbalète montée sur trépied, lui perça le côté droit et il tomba sans connaissance.
Un de ses voisins, enjambant son corps, le remplaça dans sa besogne. Il tomba de même, frappé à son tour par le scorpion. Un troisième lui succéda, et au troisième un quatrième. Et le poste ne cessa d'être occupé par des combattants, jusqu'au moment où, l'incendie ayant été éteint, et les ennemis repoussés sur tout le front de bataille, le combat prit fin. Ce courage désintéressé des guerriers gaulois est une habitude celtique. Et sans ce sacrifice conscient volontaire pour le bien du groupe, Vercingétorix n'aurait jamais pu rejoindre Alésia. L'armée celtique menée par Vercingétorix va donc se réfugier à Alésia, une cité qui abrite habituellement 5000 habitants et qui va donc passer à pratiquement 90 000 habitants. Cette cité sera donc assiégée, encerclée par Jules César sur plus d'une vingtaine de kilomètres avec des fortifications, des fossés, des remparts et des dizaines de milliers de soldats romains. Vercingétorix tentera bien sûr de percer ce mur et de sortir d'Alésia. Cependant, la famine aura raison d'eux et malheureusement, toutes les armées de secours gauloises ne viendront pas et ne répondront pas à l'appel de Vercingétorix, à commencer par les Éduins qui ne viendront pas soutenir Vercingétorix. Par conséquent, étant trop peu nombreux, Vercingétorix ne pourra donc vaincre les Romains et devra donc céder et rendre les armes à César. Cette défaite marque la fin d'une civilisation. Elle marque la fin du monde celtique. La défaite d'Alésia, c'est une catastrophe pour la civilisation celtique, bien sûr, mais aussi pour la civilisation en général. Les Romains ont apporté des aspects très négatifs, les aspects militaristes, si vous voulez, le sens de l'État au-dessus des individus, etc. Tout ça, c'est des choses qui, pour moi, sont négatives. Les Celtes ont tendance à s'autodétruire dans ce monde, quoi. On a l'impression qu'on se sent pas bien dans ce monde, quoi. Il y a toujours une espèce de nostalgie d'un monde perdu. Alan Stivell, le barde breton qui chante l'âme celte, n'est pas d'accord, mais alors pas du tout, avec nos livres de classe. Eh bien moi non plus. Nous voici dans l'oppidum d'Alésia, ou plutôt à l'emplacement où se trouvait, bien entendu, l'oppidum d'Alésia où Vercingétorix et ses hommes étaient retranchés. Nous sommes sur le mont Faux, nous sommes en altitude, en haut d'une colline très saillante sur laquelle se trouve un plateau où la cité d'Alésia avait été établie par Hercule. La description des lieux correspond parfaitement à celle de César. Nous sommes dans la commune de Guyon. Vous pouvez voir ici donc la commune de Guyon, le centre-ville. Et donc c'est ici qu'a eu lieu la bataille la plus importante de l'histoire de la civilisation occidentale tout entière. C'est ici que s'est opéré le point de bascule entre la civilisation celtique pour aller vers une civilisation romaine. Les archéologues officiels, ceux qui ont droit de parole, lui préfèrent le lieu de Alise-Sainte-Reine. Cependant, ils admettent que Alise-Sainte-Reine, en tant qu'Alésia, ne correspond absolument pas à la description de Jules César. Ils se permettent de dire qu'ils corrigent les erreurs de description de Jules César.
Alors qu'ici, à Guyon, sur le Mont Faux, tout correspond à la lettre. Ces archéologues officiels prétendent donc que le plus grand général, le plus grand militaire romain de l'histoire, celui donc qui a réussi à faire vaciller la Gaule, se serait trompé. Alors que le siège a donc duré pendant 2 mois et que César l'a emporté, c'est donc qu'il connaissait parfaitement les lieux, il est évident que Jules César ne pouvait se tromper à ce point. Derrière moi, donc, vous allez pouvoir remarquer un ruisseau, le Serein. Vous voyez ce ruisseau qui serpente ici? Eh bien, c'est juste derrière ce ruisseau que les Romains étaient retranchés. C'est à ce niveau-là que le siège commençait. C'est à partir de ce ruisseau que les troupes de Vercingétorix étaient enfermées donc, par les troupes de César. César a même fait creuser des tranchées pour détourner le cours de la rivière de manière à avoir un double parement, si vous voulez, de double protection. Alors là, très intéressant, regardez, on va voir comment le Serein a été détourné par César, a été dédoublé, si vous voulez, il a fait une bifurcation. Vous voyez là, ça c'est le fossé fait par César, c'est artificiel ça, voilà. Et là, c'est le vrai Serein. Vous voyez la bifurcation là? Voilà, le vrai ruisseau, il est là. Et ça, c'est artificiel. Ça a été creusé par les Romains. Et ça correspond parfaitement à la description de Julius César. Voilà. Ouais, le vrai ruisseau, il est quand même beaucoup plus balèze. Hein. Voilà. Là, on voit bien. Rare promeneur, hein. Pour l'instant, moi j'ai vu personne parce que c'est quand même en hauteur, il faut marcher. Et voilà, vous voyez, c'est quand même là, on est vraiment, on est sur le plateau, hein, on est sur le Mont Faux, on est en altitude, hein, on est dans l'ancienne cité d'Alésia, hein. Bien sûr, il reste plus grand chose. Cependant, il y aurait de quoi faire des fouilles archéologiques. Alors, où on en est des fouilles archéologiques? Eh bien, vous allez comprendre rapidement quand je vais vous emmener juste à côté au Mont de Verre, qui est un mont mitoyen, où là il y a des bulldozers qui sont venus, ils ont tout rasé. Ouais, ils ont tout viré, bref, ils ont éliminé les preuves, quoi. Ça s'est passé en 1967, hein, un peu comme la pyramide de Nice, hein, qui a été détruite elle en 1975 avec des bulldozers, une véritable honte. Et ils ont voulu détruire ici aussi, mais heureusement une personne comment dirais-je, s'est élevé, et notamment André Malraux qui a empêché ce désastre, qui a empêché cette destruction, cet effacement de notre mémoire. Et donc il a réussi à obtenir le gel de la zone pour 99 ans. Le problème, c'est que on ne peut pas faire de fouilles archéologiques non plus pour prouver que voilà, il y a bien eu des Gaulois qui ont vécu là, des Celtes. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on a pu faire pour empêcher la destruction de l'endroit, où là on n'aurait pu de toute façon jamais rien trouver. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un gel de 99 ans, et ben vous pouvez pas chercher non plus. C'est-à-dire c'est bloqué dans les deux sens, vous pouvez ni détruire ni chercher. Mais bon, c'était ça où il n'y avait plus rien. Plus rien, c'est-à-dire vous allez voir, je vais vous emmener sur le Mont de Verre qui est juste à côté. Un endroit où il y avait plein de tumulus, un endroit donc, qui faisait partie de la cité d'Alésia, hein, c'était vraiment mitoyen. Mais apparemment c'était plus un endroit où il y avait des tumulus, des mégalithes, des choses comme ça, et tout a été viré, rasé par les bulldozers en 67. On va essayer de regarder le grand camp gaulois, le fameux grand champ, sur la face est. Alors ça c'est tout bête, hein. Regardez bien la chose. En fait ce que vous voyez là avec cette mousse, vous voyez la mousse comme ça, tout ce qui est vert, c'est des pierres en fait. Hein. Vous voyez tout ça c'est des pierres, les machins verts là, regardez. Ça, voilà, vous voyez, ça c'est une pierre, hein. Tout ça c'est des pierres. Ça c'est de la pierre, vous entendez? Tout ça c'est des pierres, voilà. Et vous avez vu un petit peu la largeur de la chose. Là je marche que sur de la pierre
Et regardez. Regardez. On est en fait sur une muraille là. Alors évidemment, il y a 2000 ans qui sont passés, donc il y a des feuilles, il y a de la terre. Ça a dû s'ébouler aussi, hein, parce que là, c'est vraiment pas haut. C'est peut-être que le reste de certaines fondations. J'arrive enfin côté est, flanc est. Et donc vous allez voir, c'est très très pentu ici. La pente est très abrupte. Voilà. On n'aura pas une aussi belle vue que côté ouest. Mais ça correspond à la description de Jules César. Voilà, ici, là, moi je ne peux pas continuer. C'est vraiment trop abrupt. En tout cas, les habitants locaux sont vraiment très sympas, hein. Merci à ce chasseur, hein, de m'avoir indiqué, parce que je ne sais pas si j'aurais eu le temps de retrouver cette muraille. Waouh, regardez comme elle est large, impressionnante. Je ne sais pas si j'aurais eu le temps, hein, parce que le temps m'est compté. J'ai qu'une journée. Donc merci à lui. Voilà, donc regardez bien. Vous voyez, hein, toute cette mousse en dessous, ça cache de la pierre. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez mes pieds, hein, mais c'est de la pierre en dessous, avec un petit peu de poussière. Regardez. Ouais, voilà. Regardez ça. Regardez ça. Il n'y a pas qu'au Moyen-Âge qu'on faisait des fortifications, hein. Non, il n'y a pas qu'au Moyen-Âge, hein. Vous voyez. Voilà, vu de ce côté-là, c'est pas très impressionnant, hein. Forcément, là, on est à l'intérieur de l'enceinte, donc on est surélevé. Vous avez vu, de l'autre côté, il y a encore 2,50 m de hauteur. Voilà, donc là, je me suis mis de l'autre côté. J'ai frayé un chemin. Et vous voyez donc le mur. Voilà, vue d'en bas. Donc à cet endroit-là, c'est pas très haut, hein. C'était l'endroit le plus accessible, là où il y avait le moins de ronces. Et bien là, encore un artefact très important qui a échappé au bulldozer grâce à Malraux, entre autres. Nous voilà de l'autre côté, du côté du Mont de Vert. Mont de Vert, j'imagine parce qu'il était très vert. Mais là, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus grand chose. Tout a été rasé. Voilà. Donc là, vous voyez que la carrière est toujours active. Là-bas, on voit un bulldozer, enfin toujours active. Ils n'ont pas l'air de travailler beaucoup non plus, mais on voit qu'on a creusé très profondément. Donc, a priori, là, il y avait des tumulus, hein. Enfin, c'est pas a priori, c'est sûr, hein, c'est ce que disaient tous les gens qui ont habité ici. Il y avait bien des tumulus. Et donc, vous voyez, là, on a vraiment creusé très profondément, hein, plusieurs dizaines de mètres. Donc, il ne reste plus rien du tout. On a tout détruit. Quand on sait l'importance des événements de la bataille d'Alésia, que ça a fait basculer le monde occidental d'une civilisation vers une autre, il est évident qu'il était impossible d'oublier où se trouvait Alésia. Cette cité était bien trop énorme, bien trop importante dans l'esprit de nos ancêtres. Et les artefacts et les preuves innombrables et la description de César, très précise, correspond parfaitement à ces lieux. Description de César que vous pourrez voir en détail sur le site internet pagans.eu dans un article. Et vous pourrez faire comme moi, c'est-à-dire qu'avant de me rendre ici, grâce à la modernité, Google Earth, Google Maps, j'ai pu vérifier pas mal des citations de César qui concordaient effectivement avec les lieux. Je me suis donc rendu ici et déjà tellement d'artefacts en seulement quelques heures. Alors imaginez si on avait cherché plus longtemps. Il y a vraiment une volonté d'effacer notre mémoire, d'effacer en tous les cas le lieu Alésia,
qui va jusqu'au point, vous l'avez vu à la carrière là-bas du Mont de Verre, qui a été jusqu'au point de détruire les artefacts avec des bulldozers. On a tenté de faire la même chose du côté du Mont Faux. Ça a été heureusement sauvé par Malraux. Quelles sont ses forces et surtout, pourquoi ne veulent-ils pas que l'on sache qu'Alésia était ici? Pourquoi veulent-ils nous faire croire que c'est à Alice-Sainte-Reine? Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'il y a à trouver? Si les officiels ne veulent absolument pas que l'on sache que Alésia se trouve à cet endroit précis, c'est parce qu'effectivement, cet endroit précis, ses coordonnées GPS exactes et précises vont nous donner un indice. C'est là qu'il faut chercher. L'authentique emplacement d'Alésia se trouve donc sur le Mont Faux, dans la commune de Guyon. Ici, on prend un petit peu de hauteur et qu'est-ce qu'on regarde? Ah, juste à côté, la commune d'Avalon. Tiens, Avalon, c'est marrant. Dans la mythologie celtique, c'est le paradis des Celtes où les guerriers et les ancêtres bienheureux vont se reposer pour l'éternité. Et si l'on trace une ligne droite depuis la tour d'Avalon, donc il y a une tour à l'extrémité sud d'Avalon, jusqu'à l'extrémité sud du Mont Faux, eh bien, on va passer par la commune de Maison-Dieu. Oui, Maison-Dieu, comme l'arcane du tarot de Marseille. Eh bien, cette arcane, elle signifie un grand changement, un bouleversement, une catastrophe. Eh bien, tiens, c'est assez significatif puisqu'effectivement, Alésia fut une catastrophe, un grand changement irréversible pour le monde celtique. Vous pensez peut-être que c'est une coïncidence. Eh bien, regardez les proportions. Entre le sud d'Avalon et le sud d'Alésia, on a 18 000 yards mégalithiques exactement. Un yard mégalithique, ça fait 82,9 cm et c'est l'unité de mesure utilisée sur les sites mégalithiques, justement. Encore plus fort, regardez la commune de Maison-Dieu, elle se trouve à la proportion, sur cette ligne droite bien sûr, là où ça coupe Maison-Dieu, à la proportion du nombre d'or. C'est trop de coïncidences pour que ce soit un hasard. Les statistiques nous révèlent que ça ne peut pas être un hasard. Ah, la pomme, les pommiers, les jardins d'Avalon. La pomme, c'est la connaissance. Et savez-vous que Avalon, ça vient du gaulois Abalo. Abalo, justement, en gaulois, ça veut dire pomme. Donc oui, Avalon, c'est le jardin des pommiers. C'est donc le jardin où on enseigne en fait la connaissance. Donc c'était en fait un centre d'instruction, Avalon. La pomme étant la connaissance de soi qui mène au paradis terrestre, dans une vision celtique du monde. On pourrait dire que c'est un centre de la tradition primordiale, ces fameux centres où l'on enseignait l'harmonie, le bonheur pour essayer de réaliser le paradis sur terre. Bref, le retour à l'âge d'or. Avalon se trouve à l'ouest de Maison-Dieu et à l'est, on a donc Guyon, la commune ex-Alésia. Guyon, ça vient du grec et ça veut dire passage de gué. Si l'on comprend le paradigme celtique, l'ouest, c'est là où le soleil se couche, ça signifie la mort. Et l'est, là où le soleil se lève, c'est la naissance. On a donc à l'est la naissance de Guyon, un nouveau pouvoir, et à l'ouest, en fin de compte, la mort d'Avalon. Voilà ce que ça veut nous dire, c'est que le Alésia est mort, donc le Avalon est mort, et c'est Guyon maintenant, c'est-à-dire le pouvoir romain qui a pris la place, qui a pris le gué. On veut donc nous signifier qu'Avalon, le centre d'initiation à la connaissance, le paradis sur terre, est mort et a été remplacé par un pouvoir romain. Et justement, dans la vision chrétienne romaine des choses, on nous dit que la pomme, la connaissance, c'est le fruit défendu, c'est mal, c'est un péché. Et alors que chez les Celtes, la connaissance, c'est positif. Et ce paradigme romain nous dit également que nous avons chuté du paradis. Question, ce paradis se trouvait-il à Alésia? Les bâtisseurs, les anciens, nous ont donc laissé des indices pour nous faire comprendre que c'est là que se trouvait l'authentique Alésia. Vous allez voir que ce n'est que le début d'un immense jeu de pistes, d'un immense puzzle que nous ont laissé les anciens. Vous aimez ce genre de divulgation? Ce n'est que le début, comme je vous disais. Il y a énormément de choses qui vont venir. Les anciens nous ont laissé des traces, des indices de la vérité.
C'est parti donc pour déverrouiller ce jeu de piste grâce à la porte à la clé Alésia. Mais je dois vous dire que c'est un travail qui est très difficile à faire. Je reçois en ce moment même des attaques personnelles. Ce n'est vraiment pas évident à faire. C'est un travail totalement bénévole que j'effectue sur mon propre temps, avec ma propre énergie. Je dois dire que j'ai simplement pu être défrayé pour ce qui est de mon déplacement à Alésia grâce à l'association Pagan Libre Païen. Donc je remercie tous les adhérents et tous ceux qui ont fait des dons à cette association. Donc j'ai vraiment sincèrement besoin de votre soutien. Si vous le souhaitez, eh bien rapprochez-vous de l'association Pagan Libre Païen, adhérez ou faites des dons de manière à ce que je puisse au moins me défrayer ou amortir le matériel, amortir un peu le temps passé. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne Pagan TV. Partagez la vidéo parce que vous vous doutez bien que si ces informations nous sont cachées, c'est bien qu'il y a le pouvoir et des puissances qui ne souhaitent pas le révéler au public. Donc c'est à vous de faire avec moi ce travail de divulgation. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Et que la vérité éclate partout à Tis. La rivière qui traverse Guyon et tout le flanc ouest du Montfort s'appelle le Serein. Elle fut appelée autrefois le Sédéna, qui veut dire la rivière du siège, que l'on peut traduire également par sellette, être sur la sellette. En effet, Guyon s'est longtemps appelé Guyon sur Sellette, si l'on en croit des documents datant de 1360. Le nom du village juste au sud-est, Époisse, tient son nom du mot grec épos, cheval, et issir, sortie, car c'est par ici que les chevaux ont fait une sortie depuis le siège. Sortie de la cavalerie de Vercingétorix. Le nom du ruisseau qui alimente l'étang d'Époisse s'appelle également le rue des Éperons, toujours donc en rapport avec les chevaux. Courterolle est le nom du lieu-dit qui occupe la face ouest du Montfort. Son nom, Courterolle, vient de Curtius Rutilius, l'un des chefs des légions romaines lors de la bataille d'Alésia. Quant à Guyon, eh bien, ce mot provient du grec guiov, qui signifie passer sous le joug ou passage de gué. Et ceci n'est qu'une liste non exhaustive. Ferdinand Lot a écrit Alésia, le plus grand drame de notre histoire. Je crois que c'est absolument vrai, et non seulement pour la France, mais même pour toute l'Europe, dont la civilisation a subi une orientation différente de ce qu'elle aurait été. Pour résumer les choses, on peut dire qu'après Alésia, le peuple gaulois est orphelin, il est déraciné, il est coupé vraiment de ses bases, et c'est une nation hybride qui va naître, qui va essayer tant bien que mal de trouver un équilibre entre ces deux mentalités si opposées, ces deux conceptions si opposées. Et au cours des siècles et jusqu'à nos jours, il y aura toujours ce déséquilibre dans le français qui cherchera toujours ses bases. Et actuellement même, je crois qu'on peut voir dans un certain nombre de choses auxquelles nous nous heurtons, l'excès d'étatisme, le bureaucratisme, la technocratie, ce sont là tous des héritages directs de la civilisation romaine et dans lesquels l'individu d'aujourd'hui, justement, ne peut pas retrouver son âme, disons, son équilibre, son harmonie. Et par conséquent, on peut dire que le problème posé à Alésia n'a toujours pas été résolu. Alésia doit être effacé si l'individu actuel, le français et disons en général l'européen, veut retrouver son équilibre.